à la lumière des structures qui ont déjà été mises ailleurs, je souhaiterais m'interroger sur la pertinence de l'action de la communauté internationale dans un processus d'État en reformation. Donc j'aborderai 3 séries de questions. Tout d'abord, l'organisation de la structure politique qui sera à la tête de cette reconstruction. Ensuite, la répartition de l'aide. Et enfin, le rôle des bailleurs, et en particulier des États bailleurs, dans cette reconstruction. Donc l'organisation de la structure, il s'agit de voir le rapport entre l'organisme qui gère le fonds, donc l'argent qui arrive pour cette reconstruction, et un conseil politique qui décide des projets, qui décide des priorités. Et le cas le plus fréquent dans ce qu'on observe dans ce qui a été fait ailleurs, c'est celui de la dissociation, donc avec vraiment d'un côté un organisme responsable de la gestion des fonds, et de l'autre, ce qu'on peut appeler pour le moment un conseil politique pour la reconstruction, qui serait dans l'idéal intergouvernemental et sous l'autorité du pouvoir exécutif, par exemple du Premier ministre. Le fonds, donc d'abord l'organisme qui gère le fonds, là aussi, de ce qui ressort des différentes expériences passées, c'est que la formule la plus répandue, c'est celle d'un fonds fiduciaire multibailleur, c'est-à-dire qui serait le réceptacle de la majeure partie de l'aide. C'est l'option qui est aujourd'hui envisagée pour le Mali, avec un double bénéfice. D'abord le côté pratique, puisque ce fonds permettrait de collecter des ressources provenant d'acteurs à la fois bilatéraux et multilatéraux, donc de centraliser l'argent qui arrive pour la reconstruction. Et ensuite, ça permet une gestion plus efficace, puisque quand on sait quel est l'argent disponible dans sa globalité, on peut envisager une prévisibilité de l'aide. Et le fait qu'il existe cette prévisibilité pousse les États bailleurs, ou les bailleurs en général, à s'engager sur des projets de plus long terme, donc 3-4 ans. Donc, toujours dans l'organisation de cette structure, le Conseil politique pour la reconstruction, donc cette fois-ci le volet politique, qui est essentiel, qui doit être organisé de manière efficace, qui doit être compétent, parce que l'essentiel des flux de l'aide sont naturellement dirigés vers les pays les mieux gérés. Donc il doit répondre à plusieurs critères. D'abord, il faut que le mandat soit clair. Malgré tous les défauts de la reconstruction libanaise, ça a été le cas du CDR, le Conseil de développement et de reconstruction, donc organisme politique libanais qui gère la reconstruction, qui s'est attribué une triple mission: établir les plans et les programmes de reconstruction, obtenir les financements et superviser l'exécution. Donc ça peut être un exemple de mandat pour un organisme politique pour la reconstruction. Il faut ensuite que cet organisme réponde à une structure légère, donc sans les lourdeurs de la bureaucratie, assez souple pour s'adapter à des ajustements structurels ou à l'ajustement de la situation, à l'évolution de la situation. Il faut également échapper aux considérations politiques. Et là, dans beaucoup de situations, les considérations d'aider les partis qui sont proches de nous sont apparues. Autre nécessité, il faut un leadership fort. L'aide ne se pilote pas seule, il faut un chef pour pouvoir l'organiser, parce que le bénéficiaire vit très rapidement un cauchemar qui est celui de devoir planifier des dizaines de donateurs pour des centaines de projets. Ce leadership, dans l'idéal, évidemment, il doit être assuré par quelqu'un du pays, par un homme politique du pays. Il arrive que cette capacité locale manque dans un premier temps, et donc on voit apparaître des situations où le co-suivi des projets est confié à certains bailleurs, qui peuvent être des États. La situation la plus fréquente, c'est plusieurs États bailleurs et l'émergence d'un bailleur dominant, donc qui assure parallèlement à ces dons une certaine coordination. Et alors le cas extrême, c'est le bailleur unique, c'est ce qu'on a vu dans le cas historique du plan Marshall pour reconstruire l'Europe. Le bailleur dominant peut aussi être une organisation comme la Banque mondiale. Là aussi, ça intervient souvent, avec une difficulté qui est celle pour les nationaux de s'imposer face à la Banque mondiale, qui est beaucoup plus organisée, beaucoup plus affirmée qu'un bailleur dominant qui serait simplement un État. Si toutefois on arrive à ce que ce leadership soit assuré par quelqu'un du pays, donc par un Syrien en l'occurrence, ce chef de file évidemment doit avoir à la fois l'autorité et la crédibilité pour assurer ce rôle.
il est évident que ses fonctions et son attitude sous le régime précédent participeront de cette crédibilité. Alors, il arrive aussi que ce leadership national ne puisse pas s'imposer immédiatement, mais qu'il arrive dans un second temps. En ce qui concerne la qualité de l'équipe qui doit gérer politiquement la reconstruction, il y a d'abord bien sûr le problème de la rémunération. Il arrive, on voit très fréquemment, notamment en Afghanistan, que les États bailleurs entraînent une inflation des salaires en se calquant soit sur le secteur privé, soit sur les salaires des expatriés. Donc en Afghanistan, on a des écarts de 1 à 10 et dans les plus forts cas de 1 à 40 entre les agents payés par l'administration afghane et ceux payés par des États bailleurs. Donc ça, c'est aussi un biais à éviter. Ce qui nous mène à la question de la diaspora, qui bien sûr fait partie de cette qualité des agents, qui est reconnue pour ses atouts humains, pour ses atouts financiers, pour les contributions qu'elle peut apporter. Il faut savoir aussi que les bailleurs ont un penchant naturel pour ces membres de la diaspora, puisqu'ils estiment qu'il y a une manière de penser qui est commune, que ces membres sont culturellement plus libéraux, qu'il y a des habitudes de travail proches, etc. Donc là aussi, il faudra faire attention pour ne pas entraîner de ressentiment des locaux qui ont vécu la guerre, qui ont vécu la destruction, de limiter l'influence de la diaspora, tout en bénéficiant bien sûr de ces aspects positifs. Ça, c'est une des priorités avant des projets de reconstruction physique, que l'administration soit solide. Dans le cas syrien, j'ai plus de réserves parce que l'administration est forte et que dans le cadre de mes recherches parallèlement, j'ai vu les démarches françaises faites en 2002-2003, tout un audit fait pour rénover l'administration syrienne, ce qu'on appelle le rapport Bechtel-Fournier, qui identifiait déjà les points qui devaient être soulevés, donc qu'on responsabilise les agents, qu'on revalorise leur rémunération, qu'on leur apprenne la notion du bien public. Et je crois qu'il y a déjà là des pistes pour faire de l'administration syrienne, qui est structurée, presque trop structurée, une administration apte à gérer la reconstruction. Dernier point sur le conseil politique, il faut, et ça c'est souvent oublié, envisager la fin de cette structure politique. Le biais qu'on observe souvent, c'est que ce conseil politique se substitue à l'exécutif, qui est un peu incertain dans des moments de transition politique. Deuxième point, donc, la répartition de l'aide. L'aide, on le sait de par la littérature qui lui est consacrée, fait souvent partie du problème, plus qu'elle ne parvient parfois à le résoudre. Donc pour ça, il faut qu'elle réponde à des logiques de répartition. Donc répartition temporelle, géographique et sectorielle. Répartition temporelle d'abord. Le principal défi, c'est l'équilibre à trouver entre l'urgence et le plus long terme. Donc sur le court terme, évidemment, il y a des questions qui se posent immédiatement. Restauration de la sécurité, construction d'une instance administrative, je l'ai évoqué. Et puis, il y a le très court terme qui conduit parfois à ce qu'on sorte de ce fonds multibailleur qui doit centraliser toute l'aide et qu'on arrive à des méthodes où on a une aide massive d'un seul État pour un seul projet, avec une efficacité immédiate, donc aide massive d'un seul acteur, mais ça entraîne des surcoûts et surtout l'absence de formation des compétences locales. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'il faudra, à mon sens, relativiser. Sur le long terme, alors le long terme, par nature, j'ai commencé à l'esquisser, est une approche moins séduisante pour les États bailleurs. Ils sont soucieux d'obtenir des résultats rapides, visibles. Il faut avoir en tête qu'ils ont souvent des comptes à rendre, soit à leur opinion publique, à leur parlement, aux groupes de pression. Donc, pour essayer de pallier à ça, il faut essayer d'établir des points intermédiaires précis, comme l'a fait le Ghana avec des réunions annuelles ou trimestrielles. Répartition géographique. En Syrie, la géographie de la révolte a induit une différenciation des territoires, comme dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs qui ont été touchés par ces conflits. Et la reconstruction doit pouvoir être utilisée pour parer à cela, à cette différenciation territoriale. Or, ce qu'on observe souvent, c'est deux biais qui sont tous deux regrettables. D'une part, la répartition de l'aide souvent suit les zones de conflit.
Et donc, on a une logique perverse, comme le dit Serge Mikhaïlov, où c'est l'insécurité qui attire l'aide internationale. Et donc, on voit des zones entières, notamment les campagnes afghanes, oubliées par l'aide et qui auraient tendance ensuite à se tourner vers des pratiques plus extrémistes. Donc, éviter le délaissement des zones qui ne sont pas directement touchées par le conflit. Répartition sectorielle, enfin. Il y a la mode du tout social, c'est-à-dire que l'aide va très vite et très facilement vers l'éducation, la santé, qui sont des secteurs connus par les États bailleurs, qui sont des secteurs prisés par leur opinion publique. Et donc, on a là aussi un délaissement d'autres secteurs qui sont très importants dans le post-conflit. Dans le cas afghan, c'est par exemple l'agriculture qui a été délaissée par l'aide. Dans le cas libanais, on a aussi oublié les infrastructures de production, l'industrie en particulier. Pensez aux infrastructures qui permettent très vite de réintégrer les citoyens dans une logique de travail, etc. Troisième et dernier point, donc, le rôle des bailleurs. Là, la question qui se pose, c'est celle du degré d'appropriation de la reconstruction par l'État concerné, donc par la Syrie en ce qui nous concerne. Plusieurs points aussi. Le premier, des mesures incitatives. Il ne faut pas obliger que les États bailleurs ont des droits, notamment d'être assurés sur l'absence de corruption, etc. Ne pas oublier à nouveau qu'ils ont des comptes à rendre dans leur propre pays. Et donc, ça implique de prendre en compte leurs contraintes, leurs possibilités, d'où l'importance d'organiser très rapidement une conférence des donateurs. Alors ensuite, il y a des mesures incitatives plus ciblées, par exemple, ce que j'appelle l'aide par projet, le fait d'appeler les États bailleurs à financer tel ou tel projet. C'est ce qu'a fait le Premier ministre libanais Fouad Siniora en 2006, où il a invité les États étrangers et le secteur privé à financer la reconstruction du pays sous forme de parrainage de projets. Et c'est allé encore plus loin en 2006, puisqu'on a eu ce qu'on a appelé l'adoption de villages du sud du Liban. Et donc la possibilité, c'était d'offrir à des pays, donc on voit ici qu'on a beaucoup de pays du Golfe, mais pas uniquement, d'adopter un village et donc de prendre en charge sa reconstruction en totalité, avec seulement 3 exigences. D'abord, de reconstruire le village selon un plan qui était quand même établi au niveau de l'État. Ensuite, de reconstruire un bâtiment public pour abriter la municipalité du village. Et enfin, payer des compensations aux populations touchées. Donc, l'aide par projet, c'est un véritable problème. Il y a 2 attitudes possibles. Soit on permet aux pays donateurs de préciser pour quel usage ils veulent cette participation financière, au risque donc que certains pans de la reconstruction ne soient pas financés. Soit on revient à cette idée de fonds multibailleurs, et donc avec l'idée que tout est mis dans un pot commun, et là c'est peu incitatif pour les États qui veulent des résultats visibles, qui veulent pouvoir dire que tel lieu, tel secteur a été financé grâce à eux. Alors la solution intermédiaire pour éviter à la fois l'aide par projet et ce fonds commun, c'est de prévoir donc que toutes les contributions fassent effectivement partie de ce fonds, mais que les donateurs puissent indiquer leurs préférences et donc qu'on leur assure qu'un montant au moins équivalent à ce qu'ils ont donné serve à financer le secteur qu'ils privilégient. Dernier point, donc, garder le contrôle sur la prise de décision. On a des exemples extrêmes, je dirais, sur le fait que l'ingérence des États bailleurs est allée trop loin. Le cas afghan, mais du fait d'une intervention étrangère. Le cas palestinien, du fait du cas particulier de la Palestine. Je pense qu'en Syrie, on pourrait modérer cela. Mais il faut quand même avoir en tête qu'il faut garder le contrôle politique de la décision, d'où une nécessité d'adopter une stratégie de communication, d'expliquer aux États quelles sont les attentes, pour éviter, par exemple en Palestine, que des projets qui ne sont absolument pas prioritaires soient financés. Il faut aussi, je crois, profiter de la période de reconstruction pour présenter l'économie syrienne aux bailleurs. Tous les liens qui seront noués dans cette période pourront entraîner des investissements à plus long terme, et ça, il me semble que c'est un point important.
Et évidemment, essayer d'intégrer les entreprises syriennes, par exemple dans le BTP, les travaux publics, il y a des compétences syriennes, parce que la mise à l'écart de ce savoir-faire rendrait l'ingérence étrangère encore plus forte. Donc 5 points pour résumer cette intervention, les leçons qu'on pourrait tirer, je l'espère, à l'intention des Syriens. D'abord, dissocier l'outil budgétaire et l'organe politique de reconstruction. Ensuite, organiser très tôt donc, une conférence des donateurs pour expliquer ses attentes et comprendre les contraintes de ces donateurs. Troisième point, anticiper l'arrivée de l'aide par une gestion irréprochable. Donc la structuration doit bien se faire en amont. C'est de ce fonctionnement que va dépendre la confiance des bailleurs. Ne pas omettre les secteurs moins attractifs pour les bailleurs ou nécessitant un investissement à long terme. Donc, d'où la nécessité aussi d'éviter une aide fléchée de manière trop rigide. Et enfin, conserver au niveau national le contrôle du choix des projets et des priorités.